l'or et l'argent sont-ils à nouveau une opportunité d'achat pour maintenant et surtout pour l'année 2023? Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 9 novembre 2022. Alors bienvenue chers amis, je suis très content de vous retrouver ce mercredi 9 novembre. Bienvenue, merci à vous. Vous êtes plus de 25 000 abonnés à la chaîne. 25 000 abonnés. Et d'ailleurs, ce cher Thomas avait promis de se raser la tête à cette occasion. Alors bon, naturellement, c'est une photo, montage, mais tout de même, merci à vous, chers amis, pour votre fidélité, en espérant que ces programmes continuent de vous plaire dans leur régularité et dans leur développement. Alors, j'ai envie de traiter avec vous, dans ce Fast and Forex, la question de l'or et l'argent. Je la traite toutes les 5 à 6 semaines, dès lors que de nouvelles informations arrivent, des nouvelles informations réelles, de flux réels, sur la demande d'or et d'argent. L'or et l'argent ont baissé cette année, ont pourtant joué leur aspect refuge, c'est ce que je vais vous montrer. L'or et l'argent ont baissé, ont globalement surperformé, et se stabilisent, en particulier le cours de l'or sur 1600 $ et l'argent sur 18,50 $, depuis quelques séances. On a pu aussi entendre parler des achats quasiment historiques de la part des banques centrales cette année, des achats d'or au plus haut depuis 10 ans, et pourtant, l'or reste globalement en tendance baissière. Alors qu'en est-il? Faut-il considérer que ce repli de l'or a été en 2022 une opportunité pour un bull market en 2023? Nous allons regarder ensemble les enseignements de l'analyse technique, l'aspect cross-asset, le lien avec le dollar, les taux d'intérêt, la réserve fédérale des États-Unis, les vagues d'Elliott, l'Ishimoku, mais beaucoup mieux que ça. Les données de positionnement réelles. Car la demande d'or, bien sûr que l'aspect physique compte. La demande en Chine, en Inde, la demande des banques centrales. Mais la vraie source de la demande de l'or, c'est la demande financière, celle des ETF, des contrats futurs, des options, surtout des fonds ETF. La clé est ici. Et les données de positionnement des institutionnels sont publiques aux États-Unis. Et donc j'ai tout rassemblé pour essayer de répondre à cette question. Je vous livre les arguments, vous vous faites votre propre opinion. Alors je vais me réduire. C'est parti, j'espère que vous allez bien. Le plan s'affiche sous vos yeux. Plusieurs parties. Et je vais commencer par la partie technique. Comme ça, ce sera fait. Que nous disent les graphiques? Est-ce que ce support à 1600 $ et ce support à 18,50 $ sur l'argent, alors or et argent, XAUSD, XAGUSD, représentent quelque chose sur le plan technique? Vous allez voir que oui. Maintenant, il faut un certain nombre de conditions. Écoutez, moi j'ai une conviction que oui, 2023 sera une belle année pour les métaux précieux. Maintenant, 2023, ce n'est pas tout de suite. Hein, on peut aller chercher plus bas. Mais je pense que ce n'est pas stupide de commencer à se poser la question d'un rebond de l'or pour l'année 2023. Mais est-ce que vraiment cette question a un sens? C'est-à-dire, pour se poser la question d'acheter un actif, souvent on part du principe qu'il s'est effondré ou qu'il a chuté. Est-il survendu? D'après vous, est-ce que l'or est survendu en bourse? Survendu par rapport à quoi? Par rapport à lui-même? Son histoire par rapport aux autres marchés? Bon, il faut commencer par le commencement, et c'est donc ce que je vais vous proposer. Bear market de 2022, l'or est-il survendu sur un plan relatif? Alors, la réponse est non. L'or n'est pas survendu sur un plan relatif. Les informations vont s'afficher sous vos yeux. Et prenez le temps de lire ces informations. Prenez le temps de les lire. Oui, je vais parler lentement. Enfin, ça dépend. Parfois, j'accélère. Mais bon, ces slides, il faut quand même prendre le temps de les lire. J'espère que... Parce que j'essaie de ne pas les mettre en voix. Donc, l'idéal étant pour vous, justement, de les lire. Alors, le bear market de 2022. Eh bien, on va le regarder directement sur la plateforme. Pour se poser la question de savoir est-ce que l'or est une opportunité d'achat? Déjà, d'un point de vue relatif, est-il survendu? Vous avez sous les yeux le classement d'un représentant de chaque grande classe d'actifs en termes de performance annuelle, donc la performance depuis le début de l'année, et vous pouvez constater
vous pouvez constater que l'or n'est pas du tout l'actif qui a chuté. L'or a même moins baissé que les indices boursiers, beaucoup moins baissé que l'action Tesla, beaucoup moins baissé que le cours du Bitcoin, beaucoup moins baissé que le Nasdaq. Alors oui, il n'a pas monté comme le pétrole. Mais le pétrole, c'est un des grands gagnants de cette année. Et d'ailleurs, moi je pense qu'en 2023, il faudra encore jouer la carte de l'énergie. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, l'or est-il une opportunité d'achat? D'un point de vue relatif, d'un point de vue de sa performance vis-à-vis des autres classes d'actifs, l'or n'est pas vraiment survendu. L'or n'est pas vraiment survendu. Alors maintenant, l'or est-il une opportunité d'achat selon l'analyse technique? Alors l'analyse technique, il y a tout un tas d'approches. Moi je vais là dans cette vidéo faire un focus sur les vagues d'Elliott. Parce que le décompte elliotiste, je trouve, est très bien adapté à ce que propose l'or, et ce depuis plusieurs années. Ma conviction, elle est là. Et que l'or, depuis le début de la crise sanitaire à aujourd'hui, a construit une grande vague 4. Alors dans un schéma elliotiste complet, dans un bull market elliotiste complet, vous avez 5 vagues. Comprenez bien que si les 4 premières sont terminées ou proches de l'être, car j'ai encore un doute sur le point bas de la 4. Est-ce qu'il est fait à 1600 ou est-ce qu'on va chatouiller 1005? Comprenez bien que derrière, il manque une 5e jambe de hausse qui pourrait se déployer en 2023 sur fond de retracement du dollar américain et d'apaisement du côté de la hausse des taux d'intérêt et de recollecte sur les ETF gold aux États-Unis. Bon, ça, j'y viens, c'est data. Donc, je trouve que c'est un scénario qui me paraît bien construit. Alors, je vais vous montrer quelques éléments sur ce sujet. Alors, au passage, j'enlève la petite caméra que vous puissiez voir cette infographie excellente proposée par ElliotWaveClub.com. Moi, je vous conseille 2 bouquins. Alors, The Elliott Wave Principles de Ralph Elliott, mais le Prechter aussi est pas mal pour s'approprier ces différents concepts. Toujours, parenthèse, si les vagues d'Elliott vous intéressent, sur la chaîne, dans la playlist, vous avez ici une playlist analyse technique à laquelle j'avais participé il y a un certain temps, et vous avez tout en bas ici une vidéo sur les bases des vagues d'Elliott, donc si cela peut vous intéresser. Donc revenons à nos moutons, on va regarder le graphique en temps réel. Moi j'estime que le marché a depuis la crise sanitaire construit donc une vague 4. Et qu'il manque donc une grande vague 5 impulsive. D'ailleurs, cette grande vague 4 a retracé 50% de la vague 3. Alors, il est temps de passer aux choses concrètes. Je vais zoomer ici. Donc, vous avez sous les yeux la représentation graphique en bougie japonaise mensuelle du XAUUSD. À gauche, les bougies japonaises en données mensuelles, à droite en données journalières. Je passe ici en plein écran en données mensuelles. Donc là, vous avez le gros bull market de 2001 à 2011, la phase de correction en 3 temps très propre, et depuis, une nouvelle phase de bull market. En son sein, il est très évident qu'une première vague a lieu là, une vague 2 en ABC, parfait, en quasiment un flat classique, une grande 3 qui a culminé juste après l'arrivée, donc c'était l'été 2020 de la crise sanitaire en Europe, et depuis, une grande vague 4 en zigzag. Alors, attention, regardez bien, le cours de clôture est ici. J'ai ici projeté donc une extension. Donc la vague 4 se décompose en 3 temps. Je vais vous remontrer ici que nous sommes dans le cadre d'une vague 4 en 3 temps en zigzag. Un 5 temps, un 3 temps et un 5 temps. En prenant l'amplitude de la sous-vague A reportée au top de la B, et là, eh bien, cela donne le point bas récent à 1600 $. Donc, je n'ai pas attrapé ici la mèche, mais j'utilise les cours de clôture. Vous voyez bien, la première vague A, la B, et j'ai donc reporté, grâce ici aux extensions de Fibonacci, le 1 pour 1, nous avons au point bas actuel un A égale C. Mais, voilà, sans dépassement de résistance, sans un marché capable de redépasser
au minimum la résistance à 1700 $, rien nous dit que cette troisième jambe de baisse, là c'est de la 4, est terminée. Elle pourrait, en cas de poursuite de la décollecte sur les ETF or ou de hausse du dollar US, ou encore de poursuite de la hausse des taux d'intérêt, même si ça commence à être topiche, aller chercher plus bas en extension. En tout cas, le marché peut être donc dans cette structure. Je vais passer, alors j'espère que ça peut vous paraître un peu redondant, mais on regarde un peu les détails, on prend un peu plus le temps, si vous voulez bien, cette fois-ci. On prend un peu plus le temps pour regarder la partie technique et notamment ce décompte. Une fois que j'en ai fini à ce décompte, il y a plein d'autres choses intéressantes qui arrivent. Alors, les 5 premières vagues du temps A, les 3 temps très nets de la B, et nous sommes donc dans cette C de 4, à l'intérieur de laquelle 5 temps sont identifiables. C'est ça qui est très intéressant. C'est que c'est carrément le schéma classique d'un zigzag en 3 temps, qui serait a été en train de se terminer sur ce support à 1600 points. Et au passage, j'ajoute que si le marché devait faire son point bas à 1600 points, la vague 4 en 3 temps aurait retracé, regardez, pile poil, 50% de la vague 3. J'ai ici mis un retracement de Fibo. Donc c'est un décompte attrayant. Pour le valider, il faut maintenant un dépassement de résistance conforté par un retournement haussier des données de positionnement institutionnel. Celles que je surveille sont celles des contrats futurs gold et des fonds ETF gold aux États-Unis. Pour l'instant, il n'y a pas de retournement. Il y a une stabilisation. Disons que la décollecte a commencé à ralentir. Les achats ont cessé de baisser. Mais la position nette, vous allez voir, je vais vous montrer le rapport Commitment of Traders de la CFTC, reste encore nette vendeuse. Donc, moi je trouve que commencer maintenant à réfléchir à un point bas de l'or, c'est intelligent. Affirmer que l'or a fait maintenant son point bas à 1600, c'est moins intelligent. Réfléchir à une stratégie d'entrée à l'achat pour l'année prochaine et faire le point en décembre 2023, ça me semble pas bête. On va dire ça comme ça, pas bête, à défaut d'être intelligent. Alors, cette approche héliotiste pourrait donc avoir un sens. L'or est-il une opportunité d'achat pour maintenant et en 2023 ? Il y a toujours plusieurs critères. Ce que nous avons vu, c'est que d'un point de vue relatif, pas vraiment, parce que l'or a plutôt joué son aspect refuge, n'a pas été survendu. Donc de ce principe-là, non. D'un point de vue de l'approche en vague d'Elliott, c'est pas bête de commencer à se poser la question. Maintenant, ayez bien conscience d'une chose. L'or sera une opportunité d'achat le jour où il y aura confirmation d'un top de marché majeur des taux d'intérêt nominaux, des taux d'intérêt réels et du dollar américain. J'ai étudié plusieurs périodes de l'histoire de l'or. Il est arrivé que l'or soit haussier avec un dollar haussier. Il est arrivé parfois que l'or progresse ou soit stable avec des taux d'intérêt en hausse. Jamais dans l'histoire de l'or a proposé une tendance haussière lorsqu'il avait face à lui le combo dollar haussier et taux d'intérêt haussier. Donc, l'or sera une opportunité d'achat pour l'année 2023 dès lors que ce combo sera détruit. Soit le dollar, soit les rates, les taux. Alors, le dollar, j'en parle régulièrement dans cette émission Fast and Forex. Vous savez que le dollar est actuellement suracheté. Je vous remontre ici, donc vous avez en haut à gauche les bougies japonaises en données hebdomadaires, du DXY en données mensuelles maintenant, et à droite en données journalières. Oui, le dollar américain est suracheté. Oui, il est en zone extrême. On peut voir ça par exemple en regardant l'indicateur technique RSI, mais c'est toujours pas, il n'y a pas encore. En fait, pour valider d'un point de vue du momentum un signal baissier, si on prend par exemple le RSI, il faudrait soit valider une divergence, comme ici en 2001, 2002 ou 2014, 2015, soit ressortir par le bas de la zone de surachat, comme ce fut le cas ici en 1985. On a l'un et l'autre, mais on sent que
il y a la place maintenant pour retracer. Prenez par exemple ici le Disparity Index à la moyenne mobile à 30 semaines. En fait, cette courbe représente l'écart relatif entre le prix ici du dollar et la moyenne mobile à 30 semaines qui est là. On voit bien que c'est une résistance et que ça appelle à un retour à la moyenne. Donc là aussi, c'est pas stupide de commencer à se poser la question. Mais soyez donc vraiment certains d'une chose, jamais l'or ne sera une opportunité, et ce tant qu'il aura face à lui le combo dollar haussier taux d'intérêt. Regardez bien ce graphique s'il vous plaît. Donc en jaune, c'est l'or. J'ai pas pris de risque sur la couleur. En orange et bleu, vous avez aux États-Unis les taux d'intérêt nominaux et réels de l'État US à 10 ans. Ne tenez pas compte de l'axe des ordonnées. En vert, le dollar américain. Regardez bien à chaque fois. Toutes les grandes phases de baisse de l'or correspondaient à une phase combinée de hausse du dollar et des rates. Au contraire, cette grande phase haussière du dollar, de l'or, a été en fait une phase neutre pour le dollar, mais surtout de baisse des taux d'intérêt. Et nous, récemment donc, les 2 dernières phases de baisse de l'or, c'était, et surtout celle actuelle, une envolée combinée du dollar américain et des taux d'intérêt. Donc l'or sera une opportunité d'achat pour 2023 si ce combo est vaincu. Il faut tordre le cou à ce combo. Mais on sent, même si les banques centrales n'ont pas encore atteint leur taux d'intérêt final, on est beaucoup plus proche de la fin que du début maintenant. Les taux sont passés de 0 à 4 et on ne va pas passer de 4 à 20. Peut-être que le taux de la Fed passera de 4 à 4,75, 5, 5,25, grand max. Au-delà, ça tue l'économie. Donc on est plus proche de la fin que du début. C'est pour ça qu'il faut commencer. Je pense qu'il faut commencer à s'intéresser. Alors, en fait, tout ça c'est bien marrant, mais la véritable clé, j'ai tout comparé, j'ai tout pesé. Vous savez, l'or, je vais passer au slide suivant, l'offre elle est régulière et évolue de manière régulière et stable à long terme, de manière assez faible en termes de momentum. La véritable clé pour l'évolution du prix de l'or et des métaux précieux, c'est l'évolution de la demande. Je vais retirer la petite caméra que vous y voyez plus clair. C'est l'évolution de la demande. Avec le développement de la finance, avec le développement des produits dérivés, cela fait des années que la demande financière d'or, en termes de montant, de volume, écrase la demande physique. Je m'explique. J'ai fait le point là sur tous les derniers chiffres de l'or rassemblés par le World Gold Council, qui est cette association qui fédère les plus grandes compagnies minières d'or du monde. Depuis 3 mois, 4 mois, la demande d'or s'est envolée en Inde, notamment de la joaillerie. En Chine, il y a eu un rebond, ça s'est un peu tassé à cause de la politique de zéro Covid et le retour régulier des confinements. Mais globalement, on sent que dès que ça va être maîtrisé, dès que les principaux confinements sont levés, ça booste la demande physique d'or en Chine. Alors pourquoi les prix baissent? Parce que la demande financière d'or, elle s'est effondrée, accrochez-vous. 6 mois consécutifs de décollecte sur les fonds ETF Gold aux États-Unis. 6 mois consécutifs de décollecte. En gros, cela veut dire que même si en face, vous avez un record historique des achats d'or des banques centrales, une envolée de la demande d'or en Inde, une stabilité et une perspective de rebond de la demande d'or en Chine, si en face de ça, vous avez dans la partie financière boursière une chute de la demande financière de gold via les ETF aux États-Unis, eh ben, c'est ça qui prend le dessus. Parce qu'en termes de montant, de volume, c'est supérieur à la demande physique. Et pourquoi aux États-Unis, il y a 6 mois consécutifs de décollecte sur les ETF gold? Vous leur posez la question aux gérants, ils vous disent la hausse du dollar, la hausse des taux d'intérêt, la Fed. Voilà, bon. Vous avez la réponse à cette vidéo. Alors comme on sent qu'on approche un peu dans quelques mois de la fin du schmilblick de la Fed, qu'en Elliott ça commence à sentir bon, on se dit peut-être que quelque chose d'intéressant arrive. Alors, je vous remontre ici, voilà, c'est ça qui est très important à noter. Regardez, je vais prendre quelque chose de plus visible, le pointeur laser, les données
sur les ETF aux États-Unis. Regardez. En termes d'AUM, les États-Unis, 91. Face à l'Europe, l'Asie tout petit. Regardez, le volume ETF aux États-Unis, c'est énorme en termes de volume. Donc forcément, lui, vous avez les données d'octobre. Encore une décollecte. Ça fait 6 mois consécutifs. Je vais vous montrer maintenant les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC. J'ai tout rassemblé ici. Alors, les données viennent de là. D'accord? Je suis sur le site de la Bourse de Chicago et ce sont les données, toutes ces données-là qui sont implémentées dans le graphique TradingView. Vous voyez bien que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les positions longues se sont effondrées. Les positions short sont de plus en plus fortes. Mais oui, les positions longues cessent de baisser. Par contre, il n'y a toujours pas de réduction des positions short. Au final, ça donne ça. Et regardez comme c'est beau. Historiquement, vous avez donc là en bleu la position nette des traders institutionnels sur les contrats futurs et les contrats d'options gold. Net, la différence entre les achats et les ventes. Quand c'est au-dessus de zéro, il y a plus d'achats que de ventes. Historiquement, tous les points de renversement de l'or correspondaient à un retour sur la zone de zéro de la position nette. Et là, on en approche, mais on n'y est pas encore. Vous voyez, donc on n'est pas loin de la zone de renversement haussier. Donc, est-ce que c'est 1600 le point bas? Ou est-ce qu'on attend de travailler cette zone des 1500 avec encore un incrément de baisse qui serait lié à une hausse du dollar américain? Je n'ai pas la réponse, mais vous voyez que en termes de timing, que ce soit les données d'ETF, les données de la demande physique, la Fed, les taux d'intérêt, le dollar, l'analyse technique en vague Elliott, la position nette institutionnelle, il faut commencer à se poser la question. En termes de timing. Et voilà, d'où le geste de cette vidéo. Et voilà que sur l'argent aussi, il y a une configuration qui commence à être un peu similaire. Alors, la demande physique en Chine et en Inde, j'en ai parlé juste avant, du coup j'ai pris un peu d'avance sur le slide, mais ce que vous devez donc retenir, c'est que malgré son rebond, notamment en Inde, de la joaillerie indienne, c'est pas du tout suffisant pour compenser la... Maintenant, il faut vraiment se concentrer sur les données de la demande financière, c'est ça qui compte. Et pourtant, accrochez-vous, vous avez sous les yeux un histogramme qui présente la demande d'or des banques centrales. Le 4e trimestre n'est pas encore présent. Nous allons avoir cette année, regardez bien, un record des achats d'or de banques centrales. En gros, les banques centrales cette année nous disent le message suivant. Elles ont considéré que la baisse du prix était une opportunité pour mettre de l'or dans leur bilan. C'est un critère de plus. Rappelez-vous tout ce dont on vient de parler et vous ajoutez à ça des banques centrales qui se prépareraient pour un bull market gold l'année prochaine. On aurait pu s'inquiéter si elles n'avaient pas exploité la baisse. Et là, nous allons avoir un record depuis 2010 des achats d'or de banques centrales. Moi, je pense qu'elles préparent l'année prochaine. Donc, ça, c'est encore un argument en faveur de cette année 2023. Alors maintenant, d'un point de vue technique, je vais vous montrer l'or et l'argent. L'argent, le XAG USD. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mon travail vous intéresse. Donc oui, ce que je voulais vous montrer, l'or, le débat des 1600 $ est très intéressant. L'argent m'intéresse aussi beaucoup. Je vais vous montrer ici un graphique en données mensuelles de l'argent, XAG-USD. Regardez-moi ce niveau. Ce niveau des 18,50 $, qui était le point de départ du bull market d'août 2010. Ici, ça a été l'accélération du printemps 2020. On est en train de rebondir dessus, mais c'est pareil pour l'or. Pour donner un signal d'achat, il faut dépasser une résistance. Donc en fait, là, ça reste encore neutre entre 18,45 et 21,30. J'aime bien ce que l'or essaye de faire au-dessus de 18,45. Certains y verraient même en données journalières une sorte de structure en rounding bottom. Moi, ma conviction, c'est que le marché prépare ici une grosse zone d'accumulation et de renversement haussière. Par contre, elle peut encore durer. On peut revenir à 18,50. Si c'est le cas, moi j'estime que c'est un bon niveau d'entrée. Un signal d'achat serait de dépasser la résistance à
21,50 $. Voilà mes amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez peut-être votre propre opinion pour savoir si l'or et l'argent sont une opportunité d'achat pour 2023. Naturellement, je ne ferai pas l'autruche et je vais, dans cette émission Fast and Forex, le mercredi, faire le suivi de toutes ces idées. Merci à toutes et à tous, passez une excellente semaine.